Je vais donc présenter les participants de cette seconde table ronde, les chercheurs, chercheuses et chercheurs. D'abord, Claude Lelièvre à ma droite. Vous êtes professeur émérite d'histoire de l'éducation à Paris 5. Vous avez publié de nombreux ouvrages et en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, vous êtes le co-auteur avec Françoise Lelièvre, alors déléguée régionale aux droits des femmes en Picardie, de l'histoire de la scolarisation des filles chez Nathan en 1990, ainsi que de l'histoire des femmes publiques comptées aux enfants au PUF en 2000. Michel Zancarini-Fournel, à ma droite toujours, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 1 en IUFM. Vous étiez chargé de mission nationale jusqu'en 2006 pour l'application de la Convention pour l'égalité des sexes dans la formation des enseignantes et enseignants. Aujourd'hui, vous êtes co-directrice de la revue Clio, Histoire, Femmes et Société. Vous avez fait de nombreuses publications, dont en 2005 une histoire des femmes en France, 19e et 20e siècle. Et vous avez sorti récemment un numéro spécial Coéducation et mixité aux éditions Clio. Marlène Kakuo-Bito, à ma gauche, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Descartes, Faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne. Vous serez à la rentrée 2008 professeur de sociologie à l'Université de Poitiers. Vos recherches portent sur les personnels de l'éducation nationale, professeurs et chefs d'établissement du second degré tout d'abord, médecins scolaires et directeurs-directrices dans le premier degré à l'heure actuelle. Vous avez mené une réflexion sur la féminisation et la masculinisation des professions et vous avez remis en cause l'idée de, entre guillemets, dévalorisation d'une profession qui se féminise. Le dernier ouvrage que vous avez publié s'intitule « Professeurs, mais femmes, carrière et vie privée des enseignantes du secondaire au XXe siècle ». Il est paru aux éditions La Découverte en septembre 2007. Sandrine Marou, tout à gauche. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 10 Nanterre. Vous appartenez à l'équipe Genre, Savoir et Éducation du Centre de recherche Éducation et Formation, CREF. Vous êtes psychologue de formation et vous avez rejoint depuis peu les sciences de l'éducation. Vous avez d'abord consacré vos recherches à l'articulation entre choix d'orientation, adhésion aux normes de sexe et identité sexuée à l'adolescence. Actuellement, vous vous centrez plus sur l'analyse des relations entre garçons et filles en classe au collège. Vous avez coordonné 2 numéros spéciaux de revue sur ces questions, l'orientation scolaire et professionnelle avec Françoise Villot en 2002 et pratique psychologique en 2003. Nous allons fonctionner comme la première table ronde, 3 questions et vous avez chacune 5 minutes, et chacun, pardon, je vous prie de m'excuser, 5 minutes pour répondre et au bout de 4 minutes, je vais passer cette horrible chose. Dans le prolongement de la première table ronde, avec des questions qui ont un certain parallélisme avec les premières questions, je pose donc la première. Est-ce que vous pouvez d'abord nous indiquer vos thématiques de recherche et nous dire dans quelle mesure vous avez rencontré, à travers vos recherches, les résistances à l'égalité des sexes dans l'éducation nationale? On va commencer par l'historien, Claude Lelièvre. J'étais bien tranquillement dans mon poste d'histoire d'éducation à Paris 5 quand mon épouse a eu l'idée saugrenue de devenir déléguée régionale aux droits des femmes. Et donc, j'ai rencontré la question de la scolarisation des filles, puisqu'elle m'a suggéré l'idée que l'on pouvait faire ensemble une histoire de la scolarisation des filles, une histoire longue. Alors, j'ai eu bien du mal à rencontrer les résistances. Je m'explique. Car il faut quand même le dire. Si on est dans l'histoire longue ou moyenne, s'il y a, sur le problème égalité-inégalité à l'école, une question où ça a le plus changé et évolué, c'est bien là. Il faudrait donc remettre toutes les questions de résistance par rapport à ce mouvement-là.
Moi, quand je rencontre les filles et les garçons dans la première moitié du 19e siècle, c'est pas si loin, hein, je vois que les filles sont bien plus illettrées et qu'elles ont été souvent moins à l'école, moins longtemps que les garçons. Quand je les rencontre à la deuxième moitié du 19e, là, tout à coup, je vois qu'elles vont commencer à avoir des scolarités, peut-être pas du même type, mais en tout cas relativement égales en durée. Et encore, sur le secondaire, il y a une création du secondaire, il n'existait pas, il n'y avait pas de secondaire féminin. Donc avant, la question n'était pas de savoir si d'aller en C ou en L ou autre. Et puis plus on avance, plus on voit des changements. Quand je prends les universités au début du XXe siècle, je vois que les filles y sont très peu, et en particulier dans certaines études. Elles sont là, quand elles sont là, elles sont gros en lettres, elles sont très peu en sciences, et elles sont quasiment absentes, ou totalement absentes en droit. Un siècle plus tard, elles forment 80% des reçus au concours d'école à la magistrature. Elles étaient jusque dans les années 50 sous tutelle en droit. Si ce n'est pas un changement prodigieux dans un domaine sensible, je me demande ce qui peut changer. Quand je dis ça, ce n'est pas pour minimiser la question de résistance sur tel ou tel point, car mon problème d'historien, c'est de savoir ce qui change et ce qui ne change pas, ce qui apparemment change ou apparemment ne change pas, la valeur des changements, et tout ça est extrêmement compliqué, surtout si on articule la question de l'école avec la question effectivement de l'orientation et de la place ensuite dans le monde du travail. Et d'une certaine manière, l'orientation, elle est à l'interface. Moi, je dirais qu'elle est à l'interface. Elle est aussi partie prenante, bien entendu, et c'est important, du fonctionnement du système scolaire. Mais elle est à l'interface. Quand je vois et je m'interroge sur ceux qui dysfonctionnent le plus et qui font le plus dysfonctionner le système dans l'école obligatoire, ce sont les garçons. Ça ne veut pas dire que toutes les filles réussissent. Donc, parlons des résistances et parlons du mouvement ou du changement par rapport à cette histoire longue. C'est la première chose que j'ai à dire. La deuxième, là où je suis moins assuré, mais quand même, oui, c'est en quoi les changements institutionnels ont-ils été importants et voulus dans cette affaire. Moi, je pense que pour l'essentiel, la marche des filles vers cette évolution-là, qu'il faut mesurer, il faut savoir d'où elles viennent et où elles vont. Cette longue marche a été faite pour l'essentiel sans l'accompagnement institutionnel et sans groupe organisé. Alors là aussi, il faut y réfléchir. Voilà ce que j'ai à dire en tant qu'historien en préliminaire, quitte à susciter un certain nombre de tensions. Bon, je ne vais pas rappeler mes thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure. Dans quelle mesure je rencontre des résistances à l'égalité des sexes dans le système scolaire? Alors, dans un premier temps, spontanément, la première réponse qui m'est venue à l'esprit est sur les terrains, c'est-à-dire en collège, où je travaille actuellement, en tant que chercheuse. Je n'ai pas franchement le sentiment de rencontrer explicitement de résistance à l'égalité. Attention, c'est bien de résistance à l'égalité dont je parle et non pas d'inégalité. Donc, car sinon, il est clair que toujours en tant que chercheuse, à travers la consultation de publications diverses, d'enquêtes ou de données statistiques que l'on peut faire concernant l'école, à l'évidence, l'égalité des filles et des garçons est quand même, à plus d'un titre, bien davantage un principe qu'une réalité, que ce soit en termes de carrière scolaire ou de choix d'orientation. Et donc, de ce point de vue, on peut penser qu'il y a bien résistance à l'égalité, mais où et qui résiste? Et alors là, je réponds tout aussi spontanément, tout le monde résiste. Les
profs, les élèves, tous les acteurs et actrices, directs ou indirects, œuvrant dans le système éducatif, et ce, le plus souvent sans en avoir véritablement conscience. Alors, un exemple de cette inconscience, c'est quand, depuis la maternelle, appellation constituant d'ores et déjà une belle illustration de résistance, on réprimande ou simplement on relève, par exemple, le manque de soins apportés à un travail avec plus ou moins d'insistance, suivant qu'il a été réalisé, par une fille ou un garçon. Et en faisant ça, on pose là des bases indiquant que filles et garçons n'ont pas tout à fait les mêmes droits. Certains, certaines peuvent se permettre certaines choses et d'autres non, ou beaucoup moins. Donc à travers cet exemple, on voit bien au nom de quoi cette résistance va s'opérer et être acceptée. Au nom d'une croyance extrêmement prégnante qui diffuse via le sens commun encore appelé le bon sens, c'est peu dire. Je veux parler de cette croyance en une sacro-sainte différence des sexes. Différence des sexes qui, sous couvert d'une idéologie illogique de ce que j'appelle la complémentarité binairement sexuée, nous incite à penser qu'on est femme et homme, fille et garçon, nécessairement différents, irréductiblement différents. C'est naturel, c'est normal et c'est même souhaitable. La preuve, nous dit-on parfois, pour perpétuer la vie et donc faire un bébé, il faut chez l'humain, jusqu'à présent, une femme et un homme. Alors si je parle d'une idéologie illogique de la complémentarité binairement sexuée, c'est qu'à bien y réfléchir, et sans avoir besoin d'y passer des heures tant c'est évident en fait, on ne voit pas pourquoi une fille et un garçon seraient plus complémentaires que deux filles ou deux garçons. Donc tout individu, quel que soit son sexe, peut être complémentaire d'un autre. Alors au collège en particulier, cette croyance en la différence des sexes est d'autant plus opérante que le public est constitué d'adolescents et d'adolescentes, et donc d'individus qui sont à une période de leur développement où les relations interpersonnelles se sexualisent et où se mettent en place des jeux de séduction dans lesquels l'identité tant sexuée que sexuelle, notamment dans leur dimension sociale, en termes donc de reconnaissance sociale, joue un rôle important. Donc toute évocation de la différence des sexes va donc faire tout particulièrement écho à cette période qui se double d'une évolution d'un certain nombre de caractéristiques anatomiques venant renforcer la perception d'une certaine dualité anatomique des sexes. La croyance en la différence des sexes se trouve alors d'autant plus renforcée que la différence des sexes n'est finalement pas autre chose que la signification concrète et culturelle donnée à la sexuation des corps. Donc je dirais qu'à l'école, les résistances à l'égalité que je rencontre, ce sont toutes ces différences que l'on accepte plus ou moins explicitement quand on ne les encourage pas, voire quand on ne les utilise pas. Alors, via des injonctions, les garçons faites ceci, les filles faites cela, les garçons allez chercher des chaises, je l'entends quand je suis dans les classes, allez aider les filles à faire ceci ou cela. Bon, donc toutes ces injonctions, toutes ces différences qu'on laisse passer sans toutefois jamais vouloir en parler vraiment, et donc sans les questionner, qui plus est avec les élèves. Et là, je dirais que sur ce thème-là, il n'y a absolument aucune coéducation. Alors, je m'arrête là pour respecter le timing et donc je développerai ensuite plus précisément le lien que je fais justement entre ces différences qui sont acceptées et les résistances à l'égalité. J'ai essayé de répondre à la question telle qu'elle était posée et finalement, je dirais que c'est justement le fait de constater qu'il y avait des résistances à examiner les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'enseignement comme enseignant qui m'a déterminée à travailler dans le domaine de la sociologie. Donc finalement, ça a été très important, tout à fait important pour moi, pour mon orientation, mes orientations. Donc c'est répondre d'une façon un peu détournée, mais qui, à mes yeux, est en lien direct avec la question posée. En effet, j'ai mené une première recherche sur la féminisation du professorat, donc il y a pas mal d'années, en voulant justement examiner ce qui n'était pas examiné, les modalités de la participation des femmes à l'enseignement dans les collèges et dans les lycées. Alors, qu'est-ce que j'entends par les modalités ? C'est
c'est-à-dire leur distribution selon la position dans la hiérarchie, selon le grade, selon la discipline enseignée et le type d'établissement. Alors, cette distribution, donc, n'était pas mise en évidence, n'était ni mise en évidence, ni interprétée. Et justement, si ces différences n'étaient pas étudiées, c'était en raison des résistances qui se manifestent par rapport à des interrogations et à des recherches qui visent à mettre en lumière le fait que ces différences recouvrent des inégalités entre hommes et femmes, y compris dans les professions de l'éducation nationale, qui sont perçues, la plupart du temps, qui sont présentées comme un havre d'égalité, parce qu'on y accède en passant des concours, et parce que la carrière avance surtout à l'ancienneté. Donc finalement, dans les années 70, au moment où la féminisation atteint son apogée dans l'enseignement secondaire, eh bien, on présente cette féminisation déjà comme un raz-de-marée, et on met en valeur surtout le fait que l'enseignement secondaire est plus féminisé que l'enseignement supérieur et moins féminisé que l'enseignement primaire. Mais on ne regarde absolument pas ce qui se passe à l'intérieur d'un même niveau d'enseignement. Donc c'est cela que j'ai voulu faire dans un premier temps. Et donc, effectivement, j'ai pu mettre en lumière des inégalités, enfin, qui recoupent aussi un certain nombre de questions qui ont été traitées précédemment. Bien sûr, l'orientation dans les différentes disciplines, le fait que chez les agrégés, on trouve moins de femmes que chez les certifiés, et davantage de femmes à grade égal dans les collèges que dans les lycées. Donc, les données statistiques qui permettent de montrer ces différences doivent être élaborées, car elles ne sont pas publiées. On trouve des données à propos de la discipline, mais on ne trouve pas de données qui permettent de se rendre compte combien de femmes, enfin, quelle proportion de femmes dans telle ou telle discipline enseignent en collège ou enseignent en lycée. Alors, je me suis donc intéressée tout d'abord aux professeurs du secondaire, femmes dans un premier temps, au cours d'une première enquête, femmes et hommes au cours d'une seconde enquête, ensuite au personnel de direction du second degré, en considérant d'une part que c'était une poursuite de carrière, une promotion possible pour les enseignants et les enseignantes du secondaire, et aussi parce que j'avais constaté un phénomène de masculinisation des fonctions de direction, donc exactement le phénomène inverse que ce qui se passait pour les professeurs chez les chefs d'établissement après la dernière guerre. Je me suis intéressée ensuite aux médecins scolaires qui comptent 95% de femmes et aux directrices et directeurs d'écoles primaires. Paradoxalement, et justement, notre collègue qui a évoqué les enseignants du primaire a cité le cas d'un directeur de maternelle. Bon. Eh bien, effectivement, dans une profession féminisée à 80%, les hommes sont surreprésentés dans les postes de direction par rapport aux femmes. Alors, pour cette première intervention, je dirais que quand l'administration se montre sensible à ces phénomènes, c'est moins la volonté de réaliser l'égalité qui la guide, enfin, si, parmi elles, des individus peuvent être guidés par cette préoccupation, bien entendu. Mais ce qui peut déclencher des incitations auprès des femmes, c'est les difficultés de recrutement du côté des postes de direction dans le secondaire et dans le primaire. Et dans ces circonstances, les supérieurs hiérarchiques encouragent les femmes à briguer des postes de direction. Sur les recherches, donc je voudrais d'abord dire d'une façon générale que ma discipline, l'histoire, est particulièrement rétive à la question de l'histoire des femmes et du genre. D'abord parce que la discipline historique, quand elle s'est constituée de façon universitaire, a partie liée avec l'État et qui a, comme vous le savez, des principes universalistes qui laissent peu de questions, peu de place donc à la question des différences de sexe ou de race. Jusqu'à une période récente. De même, la domination du paradigme marxiste en histoire sociale n'a pas permis de prendre en considération le point de vue des femmes, qui était donc considéré comme un positionnement spécifique par rapport à celui plus universaliste de la classe.
Je voulais dire aussi que du point de vue institutionnel, c'est encore une résistance. Il y a actuellement très peu de postes fléchés histoire des femmes et du genre. Les doctorantes et doctorants qui s'engagent dans cette voie ont peu de débouchés prévisibles. Cependant, des recherches ont pu être menées, en particulier quand elles sont liées, elles sont considérées plus légitimes, avec un autre sous-champ de l'histoire, type l'histoire de l'éducation. C'est ainsi qu'il y a eu des recherches sur l'histoire de la mixité. Et je voulais, pour terminer ma première intervention, vous informer d'une recherche où il n'y a pas pour le moment de résistance, puisqu'elle est plutôt soutenue, mais on comprendra pourquoi par rapport à ce qui a été avancé dans la première partie. Nous avons mené dans le cadre d'un cluster régional, c'est-à-dire donc soutenu par la région, financièrement par la région, nous menons à l'heure actuelle une étude de justement la question de la mixité des écoles normales supérieures telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi en 86 il y a eu effondrement du recrutement des filles dans les filières scientifiques et effondrement du recrutement des garçons dans les filières littéraires. Donc nous menons cette recherche par une série d'entretiens d'entretiens, archives, etc. Et nous sommes très soutenus par les directions des écoles qui veulent savoir pourquoi tout d'un coup il n'y a que des filles d'un côté, que des garçons de l'autre. Et donc il reste à déterminer justement pas dans ces entretiens ce qui relève spécifiquement et respectivement des décisions des individus ou des familles, des dispositifs institutionnels et surtout, et c'est là-dessus qu'on voudrait travailler, de l'organisation des concours, de la composition du jury, de la nature même des questions posées et des évaluations proposées. Et cette étude de socio-histoire est en lien avec une autre étude plus didactique de la façon dont ça fonctionne l'enseignement des mathématiques dans des classes du secondaire. Donc avec d'autres collègues qui font cette recherche et on va coupler les deux recherches. Bon, alors la seconde question, c'est on va focaliser un petit peu plus. Est-ce que vous pourriez donner un exemple précis de résistance que vous avez été amené à relever et comment vous l'avez interprété? Et on va reprendre un peu le même ordre. Bien, alors 10 ans après, mon épouse est toujours déléguée régionale aux droits des femmes. Nous sommes en l'an 2000 et donc là, nous faisons ensemble une recherche sur la place des femmes et comment elles sont traitées, des femmes publiques dans l'histoire des femmes publiques comptées aux enfants au PUF. Nous regardons les manuels d'histoire de l'école communale en distinguant 3 périodes. Depuis le début du XXe siècle jusqu'à la libération où elles obtiennent le droit de vote. Ensuite, de la libération où elles obtiennent le droit de vote jusqu'en gros 68-70. Et puis de 70 à l'an 2000. Donc 3 grandes périodes. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les résultats, mais là, je vais mettre en avant une constante, car je ne suis quand même pas obstiné. Je pense aussi que dans l'histoire, il peut y avoir des constantes. Il n'y a pas que des évolutions. Et là, il y a une belle constante de leur place, de la place des héroïnes ou des femmes de pouvoir à l'intérieur des manuels. Alors, pour vous donner une idée, une première constatation statistique, en ce qui concerne, si on prend par exemple le critère, comme pour critère, le nombre de noms de femmes mentionnés par rapport au nombre total de noms cités, d'hommes et de femmes, dans ces manuels d'histoire, on s'aperçoit qu'il est presque constant dans les 3 périodes, ce qui quand même interpelle. Et même il diminue un peu. 7,7% pour les manuels de l'entre-deux-guerres, 6,4% pour ceux des années 50 et 60. Et je signale qu'un seul de ces manuels signale que les femmes ont obtenu le droit de vote. Tous les autres ne le signalent pas. Ça n'a aucune importance. J'y reviendrai dans la 3e intervention. C'est la question nos problèmes ou pas. Pas de problème pour la corporation historienne, à l'avant-garde de l'instruction civique et de l'éducation civique. 3e période, donc 7,7%, 6,4% et 6,6% pour les années 70, 80 et suivantes. Alors qu'il y a eu un mouvement féministe qui s'est développé. Alors ça, pour le droit de vote, là dans les années 85, c'est en général signalé. Il faut attendre 95 pour que l'on dise que c'est un droit de vote universel masculin en 1848. Vous voyez, le temps.
Intéressant. Donc là, il y a de la résistance, y compris par rapport à la réalité, dans la façon de la raconter. Si on prend un autre critère, celui des femmes non seulement nommées, mais aussi illustrées par une gravure, en regard du nombre total de noms illustrés, hommes plus femmes, on peut faire des constatations du même ordre. 10,8% pour les manuels de l'entre-deux-guerres, 8,3% pour ceux des années 50 et 60, 11% pour ceux des années 80 et suivantes. En gros, et ce qui est remarquable, c'est quel que soit le nombre de noms, que ce soit 20 ou 50 ou 70, on a le même rapport. Si, et je termine par ça très rapidement, si on regarde les programmes récents, depuis 1995, dans l'école élémentaire, où il est dit que l'histoire passe par des personnages, donc avec une liste de personnages. 22 personnages sous Bérou, en 1995. 2 femmes. Jeanne d'Arc, Marie Curie. Le couple infernal. On prend 1999. Il s'agit d'une consultation d'ailleurs sur de nouveaux programmes éventuels, des documents d'application, et il y a toujours 22 personnages. Et si on prend les femmes, toujours Jeanne d'Arc et Marie Curie. Il y a eu un changement de gouvernement. C'était plus signé par Bérou, mais c'est signé par Allègre et par Ségolène Royal. Alors je ne sais pas s'ils l'ont lu ou pas. Moi, j'avais râlé dans le Monde et Libération. Résultat, ils m'ont répondu en disant qu'ils allaient voir. Bon. Troisième. Alors, finalement, les programmes de 2002. Joutard, dirigé par Joutard. Alors, si on prend les 15 personnages cités en gras, il y a toujours 2 femmes, mais vous avez remarqué que ça faisait du 9%. Hein, alors, donc, personnages en gras, 15, 2 femmes. Toujours les 2 mêmes. Certes, mais cela dit, le ratio est mieux, c'est 13%, puisqu'il n'y avait plus que 15 de cités. Vous voyez, 7 personnages sur 50 sont des femmes, parce qu'il y en a qui ne sont pas cités en gras. On a 14%. Alors, il y a Jeanne d'Arc, Marie Curie, George Sand, Louise Michel, Hélène Boucher, Anne Frank, la reine Victoria. Et maintenant, nouveau programme, Xavier Darcos. J'arrête là. 2 femmes sur 23, Jeanne d'Arc et Marie Curie. Je répondrai à la question qui a été posée en m'arrêtant plus particulièrement sur la seconde partie, hein, comment l'interprétez-vous, sachant que j'ai dit antérieurement que pour moi, c'était via la croyance en la différence des sexes que je rencontrais les résistances à l'égalité. Je reprends donc le fil de mon histoire en repartant du sens commun. Donc toujours dans le sens commun, cette croyance en la différence des sexes va en rencontrer une autre, non moins prégnante, et qui ne lui est pas étrangère, celle consistant à penser qu'on ne peut être à la fois différent et égaux. Alors la philosophe Geneviève Fraisse a produit de nombreux écrits très intéressants dénonçant l'articulation bien souvent des plus rocambolesques qu'on peut observer entre les concepts d'égalité, d'identité et de différence, alors même que ceux-ci ne relèvent pas du même registre. Bref, alors, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment concernant la croyance en la différence des sexes, il est indéniable que l'idée de différence passe bien mieux que celle d'inégalité. Elle est même trop souvent plus encouragée que contestée. Et c'est là que le piège se referme. En jouant ou en incitant à jouer la femme ou l'homme, la fille ou le garçon, conformément aux normes de sexe, en mettant en œuvre ou en favorisant la mise en œuvre de cette performance, pour reprendre les termes de Judith Butler, en termes de différence des sexes, nous perpétuons le genre et ce faisant l'inégalité des sexes dont il est l'opérateur. Cette incitation à jouer la fille ou le garçon, que ce soit de la part des profs ou des élèves, elle est aisée à repérer via un certain nombre de propos, tels que les insultes entre jeunes, ou encore toutes ces phrases qu'on entend régulièrement à l'école qui comportent les termes pour une fille ou pour un garçon. Par exemple, oh là là, pour une fille, parler comme ça, c'est vraiment moche, etc., etc. Alors attention, je parle bien de perpétuer le genre et non pas notre genre. En effet, le genre, c'est quoi? Certainement pas une espèce d'essence psychologique qui nous habitera à la naissance.
Il faut arrêter avec la psychologisation sclérosante de ce terme qui le vide de tout son intérêt. Et c'est une psychologue qui le dit. Alors, je ne nie pas l'intérêt et l'importance de ma discipline d'origine, la psychologie, pour comprendre les conduites des personnes, loin de là. Et ça permet même de bien comprendre justement l'emprise du genre sur les individus, qui est très fortement psychologique. Mais le genre, ce n'est pas une variable psychologique. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de chercher à trouver ou à retrouver je ne sais quelle féminité ou masculinité qui est censée être en nous ou ailleurs, pour reprendre un type de slogan cher aux publicitaires, voire à certaines auteurs d'ouvrages qui nous invitent même à un voyage interplanétaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas de sens. Le genre, c'est une construction sociale, un système de normes de sexe qui hiérarchise ce qui est désigné comme féminin et masculin, et qui est structuré par le principe de la domination masculine, principe qui pense et pose le masculin comme socialement supérieur au féminin. Là encore, c'est très facile à repérer. La sensibilité, c'est féminin. Ça rime avec émotivité, côté féminin du système. Ça implique de se laisser guider plus par les sentiments, côté féminin du système, que par la raison, côté masculin du système. Ça conduit à être moins flegmatique, moins cool, vous diront les jeunes, côté masculin du système, et aussi plus impressionnable, côté féminin du système. Et ce faisant, à ne pas savoir garder son calme en certains contextes, et ça c'est le côté masculin du système, et ainsi à ne pas être légitime pour exercer certaines activités, à occuper certains postes, certaines fonctions, etc. Donc tout cela pour dire qu'en perpétuant la croyance en la différence des sexes, et ce, en la sollicitant quotidiennement, notamment dans l'interprétation de nos conduites et dans celle d'autrui, nous résistons à l'égalité, car dans le système que forment les codes sociaux de la féminité et de la masculinité, comme en grammaire, eh bien le masculin l'emporte sur le féminin. Aussi, de même que Françoise Héritier parle de la différence des sexes comme butoir ultime de la pensée, pour moi, cette différence des sexes constitue également, voire surtout, le butoir ultime de l'égalité. J'évoquerai quelques cas précis de résistance, tout au moins que j'analyse comme tels et qui émanent de différentes instances ou de différentes professions. Alors, des résistances émanent des pouvoirs publics, donc comme je disais tout à l'heure, on peut le voir à travers le type de données statistiques qui sont élaborées et publiées ou qui ne sont pas élaborées et publiées. Donc j'ai déjà donné des exemples. Par exemple, pour les chefs d'établissement, eh bien, dans les années 1980, le ministère publiait des données sur la féminisation chez les chefs et chez les adjoints. Et maintenant, on a un taux de féminisation global des personnels de direction. En tout cas, dans la publication la plus diffusée dans le public, repères et références statistiques. Bien entendu, il peut y avoir des études ensuite partielles faites par des chercheurs du ministère qui indiquent ces chiffres au moins pour une année. Mais si vous voulez, on n'a pas pour chaque année des chiffres aussi détaillés que l'on avait auparavant. Bon, alors, on peut se demander pourquoi. J'y reviendrai. Oui, non, je vais peut-être tout de suite traiter cette question. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve telle ou telle donnée et pas d'autres? Alors, il y a une tendance générale depuis 20 ans, lisible à travers la production statistique du ministère de l'Éducation nationale, à gommer certaines différences. Alors, ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure pendant l'autre table ronde, à gommer des différences et à montrer un système unifié. Alors, au moins, on a un extérieur, je dirais, unifié, même si à l'intérieur, il y a de multiples différences. Prenons l'exemple des lycées. Tous les établissements maintenant sont des lycées. Qu'il s'agisse d'un lycée professionnel, d'un lycée d'enseignement général et technique, etc. Bon, pourtant, nous savons qu'il y a de grandes différences entre ces établissements. Alors là, de la même façon, tout le monde est personnel de direction et nous ne savons pas qui, des hommes ou des femmes, occupe le plus souvent la position de chef ou d'adjoint. On nous l'a appelé tout à l'heure, les femmes sont plus souvent adjoints que chefs. Il y a des disparités aussi académiques. Ensuite, les rapports sur les enseignants commandés par le ministère ou bien utilisent le masculin neutre
ou bien utilise le masculin neutre, ou bien parle des enseignantes dans des termes très stéréotypés. Alors c'est vrai pour le dernier en date, donc ça ne date pas des années 70 ou 80, ça date des années 2000. On trouve exactement les mêmes discours que l'on trouvait 30 ans auparavant. Les enseignantes apportent un salaire d'appoint à un ménage de cadre. La faiblesse des rémunérations, enfin relative bien sûr, n'est donc pas un problème pour elles, c'est ce qui est sous-entendu. Alors, moi je pose la question suivante, quand va-t-on examiner les privilèges des hommes dont la compagne exerce une profession, notamment celle de professeur d'ailleurs, et sera-t-il question de limiter leur progression de salaire? Alors je ne résiste pas à vous lire, j'irai l'original. Donc les métiers d'enseignant sont bien plus féminisés que les métiers de cadre du public ou du privé, etc., etc. 60% des enseignants du secondaire, non, dans l'ensemble, si on prend les enseignants du secondaire, cette catégorie-là, il n'y a pas 60% de femmes globalement. Enfin, bon, et 80% des enseignants du primaire. Du coup, comme les couples associent des femmes à des conjoints masculins, plutôt mieux diplômés et rémunérés qu'elles, les enseignants se retrouvent plus souvent associés dans leur famille, les pauvres, les enseignants, oui, se retrouvent plus souvent associés dans leur famille à des conjoints mieux rémunérés que ne peuvent l'être les autres cadres du public ou du privé, ou même que les professions intermédiaires du privé. Bon, donc, si vous voulez, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on ne parvient pas à considérer les femmes professeurs comme des individus exerçant une profession individuelle et percevant un travail individuel. Elles sont toujours perçues dans une famille, dans un couple, et en plus comme si elles étaient toutes mariées. Un certain nombre ne se sont jamais mariées et d'autres sont divorcées, comme dans la population d'un point de vue général. Alors enfin, les sociologues, ce serait quand même dommage de les oublier, tiennent tendanciellement le même langage, même si le discours apparaît comme scientifique et rigoureux, sur les salaires et la condition de femme mariée. Enfin, les sociologues et les économistes concernant les salaires. Pour une femme, le salaire d'une enseignante est conséquent, alors qu'il ne le serait pas pour un homme. Autrement dit, on sépare les deux groupes. Hein. Les enseignants hommes, eux, ils sont mal payés, les malheureux, parce que si on compare, étant donné leur diplôme, avec d'autres catégories de cadres, ça ne va pas. Les femmes, elles, au contraire, peuvent s'estimer heureuses. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, les femmes, c'est comme les immigrés, appartiennent à une catégorie spécifique, et en tant que telles, elles n'ont pas de revendications à formuler. Enfin, pour les sociologues, les femmes professeurs ont une famille qui influe sur le déroulement de leur carrière. Bizarrement, les collègues masculins n'en ont pas. Ils sont, ils ne sont pas orphelins, mais enfin, ils sont en tout cas dépourvus de famille. Ils ont une famille d'origine, mais une famille d'appartenance. Au moment où on les interroge, non, ils n'en ont pas. Donc voilà toutes ces distorsions que l'on remarque. Donc, et c'est pour cette raison que j'ai voulu, donc dans un deuxième temps, utiliser la même problématique que j'avais utilisée à propos des professeurs femmes, à propos des professeurs hommes, et en considérant aussi le déroulement de leur carrière, non seulement en prenant en compte les facteurs liés à la vie professionnelle, mais également les facteurs liés à la vie familiale. Moi, je vais faire montrer des résistances sur le plan institutionnel, sur l'organisation de la recherche et sur la diffusion de la recherche. Sur l'organisation de la recherche, je vais prendre un exemple de poste fléché genre au CNRS, tout en précisant que l'exemple que je vais développer n'est pas une approbation de la réforme actuelle du CNRS. La première année, donc, le poste fléché genre au CNRS n'a pas été pourvu. La seconde année, par une subtile décision, le poste fléché genre a été attribué à une chercheuse qui s'était présentée dans une autre commission du CNRS et qui avait été classée première. Le poste fléché genre est passé à la trappe, le candidat classé second ayant été élu. Rien ne peut être reproché aux membres de la commission qui avait attribué sur le poste fléché genre, qui avait donné ce poste à une candidate tellement brillante qu'elle a été classée première ailleurs. Cela montre qu'il ne suffit pas de
flécher des postes pour qu'on se retrouve finalement avec des personnes élues sur le poste fléché. Mais il est cependant indispensable pour les candidats et candidates pour ce qui concerne les recherches donc sur la différence des sexes. La première demande donc serait ceci, le fléchage des postes. Le second point, je pense qu'il faudrait profiter d'un des aspects de la nouvelle loi LRU, qu'on peut par ailleurs très contester, et agir par le biais des missions égalité des universités, quand elles existent, qui sont pour le moment soutenues, au moins formellement, par l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a nommé au sein de la CPU un chargé de mission le président de mon université. Pour que les présidents respectent le fléchage de postes, notamment dans les comités de sélection, que la parité soit respectée dans ces comités de sélection, ce qui ne garantit pas forcément un vote positif, mais peut cependant aider, et aussi que les présidents veillent à un recrutement égalitaire entre hommes et femmes, à dossier scientifique de qualité équivalente, évidemment. Le troisième point, compte tenu de l'évolution actuelle de la recherche, est qu'il serait souhaitable d'agir sur la définition des appels à projets, qu'ils soient européens, nationaux ou régionaux, pour que les recherches sur les inégalités dans le système scolaire soient intégrées dans ces appels à projets et apparaissent ainsi comme légitimes. Du point de vue de la diffusion de la recherche, on a un blocage qu'on constate aujourd'hui, c'est la séparation entre les recherches qui peuvent se mener et puis leur diffusion dans l'enseignement, dans le système scolaire, dans l'enseignement secondaire et primaire. Et il serait souhaitable, je pense, d'agir auprès des acteurs intermédiaires dans la hiérarchie du système scolaire. Et je pense en particulier, malgré toutes les demandes que nous avons pu faire depuis un certain temps, nous n'avons pas obtenues, en particulier auprès des chefs d'établissement et des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Ça fait plusieurs années que nous demandons de pouvoir intervenir dans le cadre de la formation donc chefs d'établissement et des inspecteurs et inspectrices d'éducation nationale, et nous n'y sommes pas arrivés. D'une manière plus générale, quel cadre théorique, quels auteurs vous semblent utiles pour expliquer ces résistances à l'égalité des sexes dans le système scolaire, hein, et on reprend le même ordre. J'ai mal à parler en termes de résistance ou de résistance passive ou active, bien que ce soit tout à fait intéressant, parce que je pense que, d'abord, ça donne l'idée qu'il y aurait des dynamiques et des forces d'un côté et de la résistance de l'autre. Je ne suis pas si sûr que ce soit si évident que ça. C'est la même chose quand on dit qu'il y a, les enseignants, c'est la routine, où il y a un effet de masse de routine, d'immobilisme, etc., à des innovations. Il y a des raisons. Enfin, je veux dire qu'il y a toujours des raisons à des comportements, et puis aussi des raisons où on est plus ou moins aveugle. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, il y a une sorte de péché originel dans cette affaire, parce que même quand on a mis en place la mixité, il n'y a pas eu, et pourtant c'était normalement le moment de se réinterroger sur les raisons de la mixité ou de la non-mixité. Or, la mixité, la généralisation de la mixité, c'est fait dans les années 60, début des années 70 pour le primaire. Bon, après les années 70, dans le secondaire. Or, elle s'est faite essentiellement, du moins dans le primaire, pour des raisons, je dirais, pédagogiques et de maximisation des moyens. C'est-à-dire qu'en réunissant une école de filles, une école de garçons, on pouvait faire des écoles à 5 cours, et on pouvait rationaliser les moyens, puisque d'une certaine manière, ça risque d'être moins cher quand on réunifie. Et cela dans une atmosphère où en plus il y avait, disons, un certain exode rural, etc. Donc, aménagement du territoire, etc. Donc, et d'ailleurs, quelque chose d'important s'est produit, c'est qu'on a moins été ensuite sensible à la question de la différence des sexes et le fait qu'ils devaient être séparés ou pas. C'était le problème de la coéducation, où on posait des problèmes de fond. Et au lieu de la coéducation, on a eu la mixité. Et d'ailleurs, Nicole Mosconi a dit des choses tout à fait excellentes là-dessus, sur la question mixture de la mixité. Donc, une sorte de silence au moment où il y a une modification qui empêche de poser le problème. Et d'ailleurs, en gros, donc, le problème de fond n'a pas été traité. Il n'a pas été traité collectivement, il n'a pas été traité sur la place publique. Il a encore été moins traité quand il y a eu mixité qu'il ne l'était auparavant. Et ça, je pense que c'est un péché originel très fort. Parce que quand c'est manqué, un des grands débats, c'est très difficile de le réinstaller par les questions collectives. Ça paraît comme une sorte de supplément d'âme où on veut bien, quoi, mais c'est pas essentiel.
Deuxièmement, on le sait très bien, les filles sont moins source de dysfonctionnement dans l'activité ordinaire que les garçons. Donc, dans l'activité ordinaire, on s'occupe plutôt des problèmes qui font dysfonctionner et que l'inverse. Ça, c'est un deuxième point. Et troisième point, je crois que la grande difficulté que l'on a à reconnaître, que les acteurs ont à reconnaître, qu'éventuellement, ils sont sexistes. Ils ne doivent pas l'être, donc ils ne le sont pas. Je voudrais raconter une petite expérience qui a été faite il y a quelques années, même pas mal d'années déjà, mais qui me paraît tout à fait significative. Dans un premier temps, il y a deux codeurs qui viennent qui vont regarder ce qui se passe dans les classes, qui viennent dans des classes, un certain nombre de classes, gérées aussi bien par des institutrices que par des instituteurs, et qui, en fait, ils vont coder si oui ou non les instituteurs ou les institutrices ont les mêmes attitudes vis-à-vis des garçons et des filles. C'est un classique du genre, d'une certaine manière, et évidemment, comme vous le savez, de façon très majoritaire, ils ne l'ont pas, parce que, bon, en gros, ils s'occupent plus des garçons que des filles de bien des façons. Pour être très rapide. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'affaire. Ensuite, c'est restitué aux instituteurs et aux institutrices, où il y a peu de différence d'ailleurs d'attitude entre les deux. Et la quasi-totalité de ces instituteurs et ces institutrices dit « ce n'est pas vrai, je n'y crois pas, je suis juste, je suis égalitaire, je n'y crois pas, peut-être les autres, mais pas moi ». Alors, il y a un deuxième moment où on dit, parce qu'ils ne savaient pas, bien entendu, que le codage était là, il y a un deuxième moment où on dit, est-ce que vous acceptez que filme la classe et vous est sur ce problème-là? Donc, ils savent que c'est sur ce problème-là. Donc, ils recommencent à faire classe, et la plupart d'entre eux, je résume et je caricature, disent, ah, cette fois-ci, j'ai été égalitaire. J'ai même sûrement avantagé les filles. Ils codent avec les codeurs ce qui s'est passé à partir de visionnement, et ils sont obligés de reconnaître qu'en réalité, ils ont toujours favorisé les garçons. Autrement dit, on a conscience de l'effort qu'on fait, mais pas de ce qu'on fait. J'arrête là. Bien. Donc, j'ai déjà cité précédemment plusieurs auteurs, Geneviève Fraisse, Françoise Héritier, etc. Alors, d'une manière générale, je dirais que pour moi, aujourd'hui, ce qui me semble utile, c'est toutes les auteurs qui écrivent sur le genre en prenant le concept dans son acception sociopolitique de systèmes de normes de sexe hiérarchisants, qui permettent de penser l'articulation différence des sexes et perpétuation de la domination masculine, et qui défendent l'idée que le genre construit la bicatégorisation de sexe. Alors, en illustration, bon, j'ai fait un truc quand même assez conceptuel, alors je ne vais pas tracer à côté, je vais continuer pour les dernières minutes. En illustration, j'évoquerai plus spécifiquement deux théoriciennes féministes françaises, puisque nous avons quand même dans le domaine des études genre de nombreux textes et de nombreuses auteurs françaises, même si elles n'ont pas toujours écrit en français au départ, et qui sont vraiment très intéressants. Donc j'évoquerai plus spécifiquement deux théoriciennes féministes françaises, mais il y en a bien d'autres, qui me semblent particulièrement représentatives du cadre conceptuel que je considère utile pour analyser et dépasser les résistances à l'égalité. La première, c'est Christine Delphi, qui est une sociologue, et la deuxième, c'est Monique Wittig, qui est une écrivaine qui est décédée en 2003. Et ces deux auteurs me semblent permettre vraiment de penser le genre et la différence des sexes autrement, d'ouvrir des espaces de pensée heuristiques. Alors, j'ai choisi des propos de ces auteurs qui me semblent propices pour ouvrir la réflexion. Donc, je commencerai par Monique Wittig, dans un ouvrage qui s'appelle « La pensée straight ». Elle écrivait « La catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle qui fait de la moitié de la population des êtres sexuels, en ce que le sexe est une catégorie de laquelle les femmes ne peuvent pas sortir. Elles doivent arborer leur étoile jaune
étoile jaune, leur éternel sourire jour et nuit. Si les femmes sont très visibles en tant qu'êtres sexuels, en tant qu'êtres sociaux, elles sont totalement invisibles et en tant que telles, elles doivent se faire aussi petites que possible et toujours s'en excuser. La deuxième personne donc, que j'évoquerai, ce sont des propos un peu plus généraux qu'elle a exprimés et qui me semblent très utiles justement dans le cadre d'un travail qu'on peut faire avec les enseignants et les enseignantes, puisque bien sûr j'enseigne à l'université, mais je fais aussi un certain nombre de formations continues et j'interviens auprès des enseignants et des enseignantes. Et je trouve que ces propos-là sont une très bonne introduction. Donc, Christine Delphi, dans un article qui s'appelait « Penser le genre, quel problème ?» elle écrivait ceci. « On ne fait pas avancer la connaissance sans, dans un premier temps, accroître la connaissance, élargir les zones d'ombre, d'indétermination. Pour avancer, il faut d'abord renoncer à certaines évidences. Ces évidences procurent le sentiment confortable que nous procurent toutes les certitudes. Mais elle nous empêche de poser des questions, ce qui est sinon la seule, au moins la plus sûre façon de parvenir à des réponses. Et pour moi, la différence des sexes fait partie de ces évidences. Enfin, pour conclure, je dirais que lutter contre les résistances à l'égalité à l'école et ailleurs, c'est ne pas oublier que nous pouvons être identiques ou différents, mais nous ne sommes pas égaux ou différents. Nous sommes égaux ou inégaux, et ça, c'est bien différent. Merci. Quand on s'efforce d'expliquer les inégalités observables dans le cadre scolaire, on explique en même temps les résistances par rapport à une prise de conscience de ce qui se joue dans l'école et par rapport à la mise en œuvre de moyens propres à changer les choses. En effet, les changements impulsés par l'école, il y en a, comme l'ont montré notamment Christian Baudelot et Roger Establet, et ceux que l'institution et ses personnels peuvent impulser, je ne m'attarde pas maintenant sur la question des moyens, des méthodes, des conversions nécessaires, on l'a d'ailleurs évoqué précédemment, sont de nature à remettre en cause les processus de construction des différences de sexe, d'une part, la suprématie des hommes sur les femmes dans l'espace des savoirs et des positions professionnelles, d'autre part. Il est donc logique que des oppositions se manifestent. En outre, elles se manifestent avec d'autant plus de force que des filles et des femmes qui seraient a priori les égales des hommes du point de vue des possibilités d'accès à tous les domaines d'activité et à toutes les positions professionnelles deviendraient moins disponibles pour assumer l'essentiel des charges dans la sphère privée. La situation des hommes se trouverait donc modifiée. Donc, là où je veux en venir, c'est je crois qu'il faut absolument considérer en même temps ce qui se passe dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Les deux, bien entendu, sont liés. Et justement, la femme professeure a représenté à une certaine époque, maintenant il y a d'autres catégories de femmes dans les professions supérieures auxquelles on demande aussi de correspondre à cette figure-là. Elle représente la femme complète. Celle qui a fait des études, qui travaille, qui élève des enfants. Et c'est précisément ce personnage de femme complète qui colle en permanence, je dirais, à la peau des femmes, puisque on demande également à celles qui occupent des positions peut-être plus contraignantes sous certains aspects ou plus difficiles à rejoindre parce que la concurrence est plus importante, des femmes cadres dans les entreprises privées, par exemple, on leur demande, elles aussi, d'être, si possible, des femmes complètes. Jacqueline Hofer l'avait montré dès les années 80 dans une étude. Alors, donc, ces femmes complètes, et justement, c'est en raison de cette figure de la femme complète qu'on parle toujours de conciliation entre le métier et la vie familiale. Alors, je pense qu'il faut absolument critiquer cette notion de conciliation. Pour ma part, je dis qu'il n'y a jamais conciliation au sens où une combinaison satisfaisante, harmonieuse, serait réalisée entre des activités réalisées dans plusieurs lieux et de nature hétérogène. Il y a toujours
cumul. Et d'ailleurs, là, c'est frappant dans les deux sens. Le ministère de l'Éducation nationale a réalisé des enquêtes où il est question, où la notion de pénibilité du travail de l'enseignant est introduite. Et des enquêtes également sur la charge de travail des professeurs. Et l'on voit que les enseignants des disciplines littéraires ont une charge de travail plus élevée que ceux des matières scientifiques, enfin, en tout cas scientifiques, sciences dures, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, or, les enseignants des disciplines littéraires, et tout particulièrement en langue vivante, sont des femmes pour entre 80% et 65% des groupes concernés. Mais on ne met pas en relation cette pénibilité du travail et leurs conditions personnelles. La plupart du temps, on continue à véhiculer la représentation selon laquelle elles ont des loisirs et du temps libre pour s'occuper de leurs enfants. Et on ne prête pas attention non plus au fait que si elles adoptent le temps partiel ou le congé pour élever un jeune enfant, eh bien, cela comptera dans leur carrière. Donc, j'estime qu'une problématique en termes de rapports sociaux de sexe qui implique, alors je rejoins l'intervention de tout à l'heure, de substituer une vision conflictuelle des relations entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes, dans l'institution scolaire, la famille et la société, à une vision en termes de complémentarité et de conciliation, est propre à expliquer ces résistances. Je prends en compte également la problématique de la domination masculine, mais en faisant une place au changement et en explorant la marge de manœuvre que les acteurs et les actrices mettent à profit, ainsi que leur stratégie de résistance. Donc là, j'utiliserai la notion de résistance donc dans un autre sens. Quand on adopte une perspective socio-historique, je pense que c'est également essentiel, on voit qu'à toutes les époques, les institutions, dont l'institution scolaire, s'efforcent de délimiter des territoires féminins et masculins et d'éviter le mélange. Mais l'institution scolaire, en raison d'une logique méritocratique, offre tout de même aux femmes des possibilités de dépasser cette opposition, de subvertir cet ordre, et des stratégies se mettent en place du côté des groupes masculins aussi pour leur barrer la route ou limiter leur progression. Alors, cette relative autonomie de l'institution scolaire constitue un danger pour l'ordre établi chaque fois que elle remet en question, elle est susceptible de remettre en question les inégalités de classe et de sexe. Il est donc important de réfléchir à la fois, pour reprendre des notions utilisées il y a bien longtemps, à la fois le rôle conservateur, mais aussi subversif que peut avoir l'école. Alors, pour terminer, je dirais qu'avec Françoise Héritier, nous pouvons dire que la dévalorisation du féminin par rapport au masculin est permanente et elle est de nature à expliquer le fait sur lequel nous nous sommes attardés tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de campagne d'information qui engage les garçons à entrer dans les formations et les professions dites féminines. C'est bien clair, au cours de la table ronde, personne n'a cité la moindre campagne. Alors, il y en a en Suisse. Je suis allée à Genève il y a quelques mois. Et des personnes de la société civile ou chargées de mission dans un ministère, etc., sont venues exposer des actions réalisées dans les établissements scolaires auprès des garçons et des filles, et nommément auprès des garçons, pour les engager à entrer dans des formations et des professions dites féminines. Moi, je crois que c'est ça le plus important à promouvoir maintenant. Bon, et là, il y a effectivement une résistance de la part des pouvoirs publics qui craignent de choquer l'opinion, mais peut-être aussi de certaines femmes qui, effectivement, restent aussi liées à l'idée que le masculin est plus valorisant que le féminin. Le cadre théorique semble utile donc pour expliquer les résistances. Je pense que toutes les études sur l'universalisme, qu'elles soient historiques ou philosophiques, sont fondamentales pour expliquer les blocages des acteurs et des actrices d'ailleurs à tous les niveaux hiérarchiques du système scolaire.
Je pense aussi que l'histoire des sciences, et en particulier l'histoire des disciplines, l'histoire du genre des disciplines, sont fondamentales pour comprendre comment se sont cristallisées et légitimées les inégalités entre les sexes dans le système scolaire. Par ailleurs, en ce moment où il y a de vives discussions sur la légitimité et la nature des concours de recrutement, je reste persuadée qu'une histoire approfondie de l'histoire de ces concours du point de vue de la différence des sexes est indispensable. Comprendre les mutations en cours depuis une trentaine d'années avec la généralisation des études secondaires et supérieures et la transformation des relations entre filles et garçons dans l'espace scolaire signifie ne pas naturaliser ou essentialiser les groupes de sexe en s'appuyant en particulier sur des études de parcours individuels et familiaux. Il semble aussi qu'il soit nécessaire de se déprendre d'un cadre d'analyse de victimisation qui peut parfois empêcher donc de penser les évolutions en cours, tout en se gardant des approches théoriques qui avancent aujourd'hui le dépassement et l'épuisement des questions de genre. On va donc maintenant aux questions. Bon, on a encore, je pense, peut-être 25 minutes, une demi-heure pour prendre plusieurs séries de questions. Annie Ferrand, c'est une remarque et deux petites questions. La première remarque, elle porte sur l'idée que les résistances sont liées à une reproduction inconsciente des clichés intériorisés. Je pense que cela suppose un partage des représentations entre dominants et dominés, ce qui a été magistralement démenti par une autre grande auteure féministe, Nicole Claude Mathieu, dans son texte « Quand céder n'est pas consentir ». Cette idée du partage des représentations, de la reproduction inconsciente des clichés intériorisés suppose aussi que deux représentations diamétralement opposées ont exactement le même effet psychologique. Alors les deux représentations diamétralement opposées sont les suivantes. L'une, c'est que l'autre, que je ne peux jamais être, est inférieur, objectifiable et sexualisable. Ça, c'est la première représentation. Et l'autre représentation, c'est cet autre inférieur, objectifiable, sexualisable, c'est moi-même. Ces deux représentations vraiment opposées n'ont pas du tout les mêmes effets psychiques. La position du dominant, comme le dit Nicole Claude Mathieu, lui confère une conscience claire, globalisante, intégrée à l'expérience de la réalité, véhiculée par l'idéologie et vécue par soi. La position dominée organise au contraire une conscience morcelée, contradictoire, faite de déréalisation et de dépersonnalisation, ce qu'on appelle l'aliénation. Donc tout ça est clairement expliqué par Nicole Claude Mathieu. Et votre question ? Alors, mes questions, j'en ai deux petites. La première, c'est est-ce que vous avez le sentiment que dans les écoles, et en particulier primaires, il y a toujours autant de complaisance des instituteurs et malheureusement institutrices face au harcèlement sexuel primaire précoce qui consiste à soulever les jupes. Et la deuxième question, est-ce que lorsque vous faites l'éducation à l'orientation pédagogique, à l'orientation scolaire dans les filières ultérieures, est-ce que vous dites clairement que les stéréotypes sur les filières sont là pour camoufler des enjeux de monopole masculin, de filières particulièrement rentables et sont aussi là pour orienter les femmes vers des filières moroires? Est-ce que vous le dites clairement aux adolescentes? Est-ce que vous avez l'impression que ça les mobilise? Daniel, je milite dans des associations féministes et j'étais prof de sciences en classe préparatoire il n'y a pas longtemps. Mais moi, je pose la question très, très simple. Est-ce que quelquefois, les non-dits, les laisser-faire devant les inégalités deviennent plus que des résistances passives, c'est presque de la discrimination. Quand j'entends qu'il y a encore des lycées de province qui ont des classes prépa et qui n'ont pas d'internat pour les filles, alors qu'on sait que dans classe préparatoire, le lycée recrute non seulement dans la ville, mais sur toute la campagne alentour. Il s'agit donc d'une véritable discrimination entre les sexes. Et donc je me demande, est-ce que les associations féministes, même peut-être le ministère de l'Éducation nationale, ne devrait-il pas
alerter la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Parce que finalement, les internats sont construits avec les deniers publics et donc finalement, j'en arrive à dire que les subventions produites par les impôts des contribuables sont utilisées différemment pour les garçons et pour les filles. Donc là, c'est véritablement une discrimination, me semble-t-il. Alors, qui peut alerter la HALD? Je ne sais pas, mais peut-être devrions-nous aller dans ce sens. Puis, ma deuxième question, c'est, juste avant que je parte en retraite, on avait parlé, et ça a soulevé des tollés dans les salles des professeurs, que de faire des jurys mixtes dans l'éducation nationale. Alors, après ce premier tollé, qu'en est-il? Est-ce que le jury d'agrégation, de mathématiques, de physique est mixte? Est-ce que, de la même façon, le jury du CAPES de lettres ou d'agrégation de lettres modernes est mixte? Ça aussi, ça pourrait peut-être être un petit effort qui ne coûte pas d'argent là, pour aller vers plus de mixité. Je voudrais poser cette question au sujet du contenu des manuels scolaires et indépendamment même du nombre de femmes. Par exemple, Olympe de Gouges n'apparaissait pas, du moins dans les 2 premières listes citées. Est-ce qu'il est vraiment possible à des rédacteurs de manuels de mettre en cause un certain nombre de choses? Et je vais donner une chose très précise. Que la politique de l'Église, mais au cours des âges, quand elle est évoquée simplement sur des positions, puisse souligner son caractère profondément misogyne. En citant, c'est un exemple seulement, la misogynie est répandue. C'est-à-dire, est-ce que dans l'histoire, on va intégrer continuellement l'histoire de la misogynie, avec des textes à l'appui, avec des illustrations. Alors là, par exemple, Augustin, la femme cloaque, c'est quand même pas mal, après tout, pour donner une idée de soi. Et pas mal d'autres choses. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on définit tout ça? À quel moment, dans les instances révolutionnaires, il y a eu l'interdiction et même les femmes ont été pourchassées? Alors, à ce moment-là, on verra apparaître aussi le refus que les femmes votent. C'est-à-dire, il y a un contenu symbolique. Est-ce que vous êtes autorisé idéologiquement à toucher au substrat et je dirais au roc symbolique sur lequel est construite notre culture? Et ça apparaît ou non dans les manuels? Alors répondez-moi, monsieur, là-dessus. Oui, c'est en partie là-dessus. Moi, que je voulais revenir notamment sur l'histoire, mais d'abord par la question des motivations. Je crois que monsieur Lelièvre a dit très justement que les motivations des réformes qui ont l'air positives, souvent elles reposent, elles ne sont pas les bonnes motivations, et notamment l'argent, pour la question de la mixité. Vous nous avez dit, regrouper les écoles, c'était moins cher. Moi, je voudrais revenir sur le fait que une chose qui est bien souvent niée, c'est que si l'enseignement des filles a démarré au milieu du 19e siècle, c'était pas pour aider les filles, c'était pour les soustraire à l'influence de l'Église. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait expliquer. Encore une fois, c'est pas la bonne raison. Et ce sur quoi il faudrait surtout expliquer, c'est que avant le 19e siècle, on a quand même au moins 6 bons siècles de résistance farouche des lettrés au fait que les filles puissent arriver à des écoles et arrivent aux universités, arrivent dans des écoles à un niveau au-delà des petites écoles primaires, ce qu'on appelait les petites écoles, qu'il y a eu des procès contre les femmes savantes, contre les femmes médecins, qu'il y a eu une guerre qu'on connaît bien puisqu'elle nous est quand même enseignée encore contre les femmes savantes, qu'il y a eu aussi des féministes qui se sont battues, qui ont répété depuis le 14e siècle, 15e siècle, on a des féministes qui disent si les écoles étaient ouvertes aux filles de la même façon qu'aux garçons, elles feraient la même chose. Ça, on n'en entend jamais parler. Et effectivement, il y a cette question que dans l'enseignement de l'histoire qui nous est donné, il y a ce que vous appeliez no problem. On ne parle pas des femmes. Ça veut dire aussi, on ne parle pas des
conflit entre les hommes et les femmes. Et voilà, c'est tellement plus simple d'avoir une histoire comme ça lisse, dont on nous donne l'impression qu'il y a eu un progrès. Il n'y avait rien. Et puis, si, il y avait Jeanne d'Arc, bien sûr. Enfin bon, et avant Jeanne d'Arc, on ne sait pas. Peut-être que la France était un désert de femmes. Il n'y a jamais eu de saintes combattantes, etc. Il n'y a jamais eu de femmes, il n'y a jamais eu d'héroïnes. Hein. La dernière exposition à la Bibliothèque nationale sur les héros et les héroïnes, où on m'a demandé de faire la femme à Libye dans une petite lunette pour expliquer qu'il y avait eu aussi des héroïnes, mais ils n'y avaient pas pensé qu'il y avait aussi des héroïnes. Et ça, c'était en 2007. Hein. Donc, il y a cette profonde négation du fait qu'on est l'humanité, il y a autant de femmes que d'hommes et qu'il y a autant d'héroïnes que de héros et qu'il y a autant de et qu'il y a eu des femmes qui se sont battues. Voilà, le problème n'existe pas. Je finis là-dessus pour dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Ça ne date pas de la préhistoire ni du néolithique. Ça date du XVIIe siècle. C'est pas vieux et les locuteurs français ont lutté contre ça pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc on peut revenir dessus. Hein. Oui, parce que de plus en plus, depuis une trentaine d'années, les internats ont été supprimés, alors que les internats, jusque dans les années 60, représentaient un moyen de démocratisation de l'enseignement secondaire, avec la possibilité pour des enfants de vivre et de travailler dans les internats. Bon, alors, on explique cette disparition aussi en disant que les idées ont changé chez les parents, on se sépare moins facilement des enfants pour les mettre en internat, etc. Néanmoins, au cours des 10 dernières années, vous l'avez certainement entendu, on a reparlé des internats en disant que les internats pourraient être quelque chose de positif pour des élèves. Voilà. Et là, on tombe sur la question des filles. Donc moi, je crois que on peut encore réfléchir à la question de l'égalité dans l'institution scolaire et à ces dispositifs, à ces moyens susceptibles de favoriser l'égalité, encore une fois, entre les sexes et entre les milieux sociaux. Je veux dire à propos des manuels scolaires que la HALD avait demandé, subventionné un projet d'études sur les manuels scolaires. Et on a hâte que ce soit public, que les résultats soient publiés. Donc, sur les jurys de concours, il y a eu des instructions du ministère de l'Éducation nationale pour la parité dans les jurys de concours. Mais on se heurte à des résistances qui tiennent à l'évolution des carrières, en particulier des enseignants et des enseignantes du supérieur, qui fait qu'il y a moins de maîtresses de conférences ou de professeurs femmes comme, et qu'en plus, c'est plutôt dans les générations les plus jeunes, donc potentiellement, pour certaines mères de famille, or les concours sont parfois très longs. Par exemple, je prends l'exemple du CAPES d'histoire, il dure 1 mois. Du fait aussi des rôles sexués, les jeunes femmes en charge de famille hésitent à partir 1 mois de chez elles, par exemple. Donc il y a des résistances qui viennent de résistances antérieures, enfin d'inégalités antérieures, mais qui pourtant avec des instructions de parité dans les jurys. La plupart des auteurs de manuels, comme vous le savez, font partie du monde de l'enseignement. Ce sont souvent, ça dépend des types de manuels, mais ce sont souvent des agrégés, quelquefois couplés avec des inspecteurs généraux ou des IPR, pas toujours, mais assez souvent. Donc ils sont à la fois, ils sont bien dans l'institution à différents points de vue. Je pense qu'il y a un double problème par rapport à ça. Moi, j'ai étudié aussi qualitativement là, j'ai donné des choses quantitatives, mais déjà, s'il y avait déjà une version, je dirais, objectivante des choses, sans qu'elle soit, telle que vous l'envisagez, et moi je suis pour d'ailleurs la deuxième version, mais déjà, je dirais, équilibrée, objectivante, ce serait déjà un immense progrès par rapport à ce qui se passe. Alors certes, les traits les plus caricaturaux ne sont plus là dans les dernières versions des manuels, mais la litanie des femmes qui ont été au pouvoir et que ça a été catastrophique sous une forme ou sous une autre a été très longtemps très présente et très forte dans les manuels. Et elle est encore là de façon quelquefois soft, mais elle est quand même beaucoup moins caricaturale qu'il y a 20 ans, et a fortiori 50 ans. De ce point de vue-là, il y a quelques changements. En revanche, je pense que c'est seulement dans les programmes de Joutard, signé Joutard, où il y avait la possibilité d'intervention de ce côté-là, puisqu'il y avait pour le 19e siècle, en tout cas, une rubrique
qui était de dire la lutte des femmes et la condition féminine au XIXe siècle. Donc il y avait une place. C'est enlevé dans les nouveaux programmes, ça. Je vous le signale quand même. Il reste bien entendu, parce que c'est politiquement correct maintenant, de signaler qu'il y a quand même 2 dates importantes. 1848, suffrage universel masculin, maintenant ça reste. Et aussi, pour bien entendu 44-45, le droit de vote accordé aux femmes. Bon, donc les 2 dates restent. Elle n'était pas là auparavant. En revanche, la rubrique qui permettait éventuellement d'avancer dans le sens que vous dites a été enlevée. D'accord ? Cela dit aussi, on se heurte, je pense, à une grande difficulté, me semble-t-il, mais ça, c'est sous bénéfice d'inventaire, c'est la façon dont nous concevons la laïcité. Il y a une façon de la concevoir qui est de la neutralisation des problèmes et des questions. Alors, on peut avoir des versions différentes là-dessus, mais je crois que c'est aussi un problème. Moi, je ne suis pas pour la neutralisation des questions. Mais même s'il y avait une version, ce que j'appelle objectivante, donc elle est quand même du côté de la neutralisation, ce serait, mais au moins équilibré, ce serait déjà un progrès par rapport à ce qui existe. Voilà ma réponse. Mais voilà, nous en sommes là. Mais alors ça pose des problèmes sérieux de fond, c'est la façon dont nous concevons la question de la laïcité. Et des questions vives, et comment les traiter. Ce qui est redoutable, hein, il faut bien le reconnaître, pas seulement sur cette question, bien entendu. Et pour apporter un complément concernant les livres de mathématiques, on s'est posé la question pourquoi il n'y avait aucun éditeur qui, ne serait-ce que pour des raisons économiques, puisqu'on a vu que les raisons pour lesquelles on faisait des changements n'étaient pas forcément ceux avoués, mais on pourrait imaginer que pour des raisons économiques, des éditeurs décident que ça serait un argument marketing que d'avoir une série d'ouvrages qui mettent en avant la place des femmes, ou qui équilibre les femmes et les hommes dans les livres. Alors on a vu défiler en salle des profs, dans mon lycée Camille C, des éditeurs. Et je leur ai posé la question. Alors, ils prétendent que l'argument marketing, ça leur a pas, j'ai pas réussi à le vendre. Mais par contre, que si on arrivait avec des ouvrages tout faits, ou des chapitres d'ouvrages tout faits dans lesquels on respecte la place des femmes, ou on met en avant la place des femmes, ils seraient tout à fait preneurs. Mais c'est simplement que personne ne le leur propose. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était par rapport au jury. Ce qu'on nous rétorque toujours, même pour des jurys, pour des missions plus courtes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de femmes, qu'on n'a pas le vivier. Alors, en particulier, Femmes et Maths, et avec Femmes et Sciences, on s'est beaucoup mobilisé à certains moments, par exemple pour le jury de l'Institut universitaire de France. Donc, on a signalé qu'il y avait très peu de femmes. Et alors, on nous a rétorqué que c'était parce qu'il y en avait déjà pas beaucoup, mais n'empêche qu'ils ont là, il y a une mission courte qui a été confiée, je me rappelle plus le nom de la personne à qui ça a été confié, pour avoir collationné, récupéré tous les noms possibles de femmes qui seraient susceptibles d'être assurées, pour que la prochaine fois, quand on aura besoin de trouver des femmes, on les ait sous la main. Le dauphin est historienne. Je pense qu'il y a assez d'historiennes dans la salle conscientes qu'il a été si difficile de travailler en histoire des femmes et de faire apparaître tout simplement les femmes dans l'histoire. Du côté de la recherche, beaucoup de choses a été fait déjà. Des manuels aussi sont rédigés pour les étudiants, de très bons manuels qui sont des guides indispensables aujourd'hui. Mais ce qui peut-être paraît le maillon faible aujourd'hui, c'est la transmission du côté des lycées et du côté des écoles, même primaires. Alors, je fais partie d'une association, Mnémosine, pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, qui a eu l'idée depuis déjà 2 ou 3 ans de rédiger un manuel destiné aux enseignants eux-mêmes de lycée. Il faut commencer déjà par un niveau, on ne peut pas tout balayer d'un seul coup. Et il y a une équipe
disponibles aujourd'hui pour rédiger ce manuel qui couvrirait toutes les époques du programme de lycée. Et nous sommes en train de chercher des financements. Alors là, je voudrais simplement signaler la résistance. Je ne sais pas où elle se trouve, mais nous nous sommes adressés, nous avons fait un courrier systématique à toutes les régions, et aussi auprès des rectorats, et les uns se renvoient aux autres, c'est-à-dire les régions nous disent allez voir le rectorat nous dit demandez ailleurs. Personne ne veut prendre la responsabilité aujourd'hui de financer tout simplement l'achat d'environ 10 000 volumes pour les professeurs d'histoire-géographie dans les lycées. Voilà où nous en sommes. À qui faut-il s'adresser? Nous avons un éditeur et ce qu'il nous faut, c'est une subvention en fait ou une promesse d'achat de volume pour que le projet puisse voir le jour. En attendant de faire peut-être un autre manuel après pour les écoles, pour les collèges ou même l'école primaire, parce que nous sommes convaincus en tant qu'historiens que c'est là que se forment beaucoup des clichés. Je veux dire, à travers l'histoire, c'est une façon de déconstruire ces clichés et de les questionner. Et notre travail nous paraît essentiel dans ce domaine. Excuse parce que je ne parle pas bien le français, mais je suis des États-Unis, je suis professeur de la santé publique et je suis sociologue. Je fais des recherches sur les femmes en sciences et particulièrement dans les universités. Aux États-Unis, les plus bonnes universités des États-Unis. Et j'apprends beaucoup cette semaine et la semaine dernière. Mais il y a beaucoup de choses qui me confusent de le système ici, parce que aux États-Unis, on pense, oh, les Français, les Européens, il sait ce qu'il veut faire parce qu'il y a des maternity leave. Congé de maternité. Il n'y a pas de congé de maternité aux États-Unis. Et je vois, j'ai dit, oh, ça va mieux en France, en Allemagne. Mais c'est pas mieux qu'aux États-Unis. C'est très intéressant à moi. Et alors, je pense à deux choses. Je dis deux choses. Un, il y a beaucoup de ressources aux États-Unis au niveau national qui ont des discours sur ces sujets comme National Academy of Sciences et National Science Foundation. Je pense qu'il n'y a pas les organisations comme ça ou comme National Science Foundation, National Academy of Sciences. Ils sont des organisations de personnes comme nous qui font des recherches sur ces sujets. Alors, je ne suggère pas qu'on ne doit pas faire les recherches ici, en France, mais il y a beaucoup de recherches comme les manuals, les manuels, comme comment est-ce qu'on fait de mathématiques pour les filles qui ont 11 années. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, regarde ces choses, parce que je pense qu'il vous aidera à voir les manuels aux États-Unis pour les modèles, pour ce que vous faites ici. Merci. Bonjour, Bernard Folatron, moi je suis simple observateur. Dans la veine des bons livres qui pourraient peut-être être diffusés dans les lycées, une suggestion, est-ce que le Conseil régional pourrait prendre l'initiative, si ça vous paraissait opportun, et c'est ça ma question, de diffuser chaque année à chaque nouvelle lycéenne, chaque nouveau lycéen, une publication de l'INSEE, regard sur la parité, évidemment que tout le monde connaît, c'est perfectible, mais il y a des chiffres dedans. Et par rapport à tout ce qui a été dit sur l'ignorance de l'histoire et la négation, nier les chiffres, c'est plus difficile. Donc une telle initiative, est-ce que ce serait opportun? Et quelle résistance, à votre avis, ça susciterait? Merci. Emmanuel Latour, de l'Observatoire de la parité, service du Premier ministre, dont M. Boson est membre par ailleurs, ou Mme Sinault. Moi, j'avais
une remarque au nom des travaux qui sont faits à l'Observatoire de la parité et puis même actuellement à la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale où vous avez été auditionnée il y a peu de temps, Madame Zancarini également, sur la vision prospective que vous avez par rapport aux réformes annoncées sur la suppression des IUFM, puisque un des leviers peut-être de changement par rapport aux résistances, c'était d'aller au-delà des manuels, puisqu'on sait très bien que qui écrit ces manuels, de quelle manière on a pu essayer de travailler au niveau des programmes. On a plusieurs rapports qui ont été rédigés, Michel Perrault en son temps, le Conseil économique et social sur la place des femmes dans l'histoire, dans les manuels, et il semble qu'on a un véritable problème de suivi des politiques publiques, et que c'est véritablement là qu'est l'enjeu à l'heure actuelle, puisque toutes les incitations ministérielles qui ont pu être faites, y compris par rapport aux compositions des jurys de concours, reste lettre morte à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a même une conférence sur l'emploi et l'égalité professionnelle qui a été mise en place à l'heure actuelle, qui ne concerne que le service marchand. Et par rapport à la fonction publique, on est incapable de mettre en place les questions d'égalité salariale et professionnelle au sein de la fonction publique. Et en matière d'éducation, à l'intérieur des différentes instances professorales et de secteurs d'activité, on pourrait faire le même constat partout, c'est-à-dire les collèges, les lycées et les universités. Quand on voit la composition des jurys universitaires pour la sélection des étudiants et des doctorants en études genre qui se retrouvent face à des jurys de sciences politiques ou de sociologie où il y a une femme et où, encore il y a 3 semaines, on va pousser le cynisme jusqu'à demander aux étudiantes en études genre « Et alors qu'est-ce que vous pensez de la composition paritaire de ce jury ?» En poussant les étudiantes, elle leur dit peut-être que ce jury est illégal en quelque sorte. Donc ma question, elle porte là-dessus, sur quel recours on peut avoir dans un cadre quand même juridique global où on est censé pouvoir faire valoir ses droits. La question de la discrimination indirecte en France n'est jamais mise en avant. La HALD est là pour ça. Les IUFM qui étaient censés être un levier pour pouvoir mettre en place de la formation auprès des enseignants pour que ces enseignants, quel que soit le manuel qui soit dans leurs mains, puissent être sensibilisés aux questions d'égalité entre les filles et les garçons et puissent avoir un comportement moins sexiste et plus égalitaire et puissent inciter les étudiants et les lycéennes à avoir des orientations professionnelles moins stéréotypées, puisque à l'heure actuelle, on est dans un cas de discrimination indirecte en les orientant sur un marché professionnel qui donne accès à des ressources très différentes. Donc chacun à son échelon, par rapport à ses résistances, pourrait essayer de faire valoir ses droits. Qu'est-ce qui coince par rapport à ça? Maintenant que les IUFM ont disparu et qu'a priori ça va être, pas encore, mais dans le cadre d'un regroupement à l'intérieur des universités et des sciences de l'éducation, puisque il semble que ce soit plus sensibilisé à ce niveau-là, quel pourrait être le recours? Je crois qu'on va laisser un certain nombre de ces questions ouvertes. 2 mots avant de passer la parole à Christian Baudelot. D'abord qu'un des grands ennemis qu'on a identifié, hein, c'est quand même ce mythe de l'égalité réalisée qui est tellement fort dans le système éducatif, mais parce qu'il y est prédisposé, peut-être par l'idéologie de la laïcité en particulier, liée à l'universalisme, hein, comme l'a dit Michel Zancarini. Donc ce mythe de l'égalité réalisée, il existe dans tout le reste de la société, hein, c'est-à-dire qu'on lit sans arrêt que ce sont des combats du passé, les combats pour l'égalité, hein. Donc c'est quelque chose de passéiste que de se battre pour l'égalité, puisque c'est quelque chose du passé, hein. Bon. Un second point, c'est réhabiliter, alors dans la ligne des recommandations d'Anne Le Gall, hein, les tensions et de les assumer, puisque après tout, à partir des conflits, éventuellement de procès, de saisine de la HALD ou d'autres organismes, on peut peut-être montrer qu'il y a des choses qui sont de fait totalement anormales.